bonjour. Bonjour à tous. Monsieur le ministre, bonjour, merci. Alors, c'est avec beaucoup d'élégance, hein. Vous êtes au siège de l'ONU à New York, donc je ne vais pas vous demander comment vous allez en français, donc c'est « How are you today ?» Alors, Lamine, mon anglais est poussé à son maximum dans toutes les réunions, donc c'était celle où aujourd'hui j'espérais que personne ne me parle anglais. Donc, ça va. Voilà, je vais répondre comme ça. C'est parfait. Monsieur le ministre, nous nous connaissons depuis un certain nombre d'années, notamment lorsque vous étiez directeur général de l'ARS, l'Agence régionale Île-de-France, et surtout pendant la période Covid, où vous avez vraiment œuvré pour que le public, le privé soient main dans la main, ensemble, pour lutter contre cette pandémie. Et je tenais publiquement à vous en remercier parce que vous avez créé cette notion d'équité, d'égalité, qui me va droit au cœur. Également, suite à votre passage à la RSI de France, vous avez été le directeur de cabinet de la Première ministre, un poste peu connu du grand public, et je pense que c'est une des fonctions les plus difficiles de la République, car il est coutume de dire qu'un directeur de cabinet de Premier ministre doit arbitrer 60 à 70 décisions par jour. Donc on mesure l'étendue des difficultés. Je pense qu'aujourd'hui, ministre de la Santé, vous avez peut-être moins d'arbitrage à arbitrer, mais je vais vous en demander quelques-uns. Vous vous en doutez, hein, c'est le but de ce rendez-vous institutionnel qui est important pour la fédération. Et vous l'avez dit lors de votre premier déplacement dans le Gard, dialogue, coopération, et surtout, il faut rentrer dans le temps d'épreuve. Alors, la première preuve, même si elle n'est pas de votre fait, elle est un peu difficile pour nous. Et je vais parler notamment des mesures dites Guérini, les mesures RH sur la pénibilité de nuit, de week-end, sur nos collaborateurs, nos salariés, qui en ont été exclus, alors que le public, c'était la suite des mesures du ministre Braun, a été bien sûr acté sur 1,1 milliard, mais également le secteur privé à but non lucratif et le CLCC. Donc, monsieur le ministre, sur cette égalité que vous revendiquez et que nous partageons, pouvez-vous nous dire que bientôt, nous aussi, nous pourrons rentrer dans cette logique de partenariat? Ça a été évoqué toute la matinée, la main tendue vers l'hôpital public et inversement. Pouvons-nous espérer que nous ayons cette égalité vis-à-vis de nos salariés? Peut-être je vais évidemment venir sur cette question qui est centrale et je ne vais pas tenter d'y échapper parce que de toute façon, Lamine, vous ne me laisserez pas tranquille si je n'y réponds pas. Mais je voudrais dire, pour commencer, vous y avez fait référence sur la période où j'ai dirigé la RS Île-de-France. Moi, depuis que je suis ministre, ça fait 2 mois et 1 jour aujourd'hui, j'ai l'occasion de beaucoup me déplacer et je suis frappé, y compris en quelques années, de la progression, j'allais dire, c'est un mot qui n'est pas d'habitude vu comme laudatif, mais moi je le trouve intéressant, de la banalisation de la coopération entre le public et le privé, du dialogue, du rôle que les ARS y jouent, de la capitalisation sur ce qu'on a vécu collectivement sur le Covid. Et donc, le premier point que je voudrais dire, c'est que je n'ai pas de doute et même je réaffirme que public et privé, comme l'hôpital et la ville, sont là pour répondre à des enjeux de santé publique. Et pendant le Covid, et à mon tour de vous rendre hommage, Lamine, on a réussi, avec la FHP, avec les différents acteurs, à démontrer cette responsabilité de santé publique. Et du coup, pour le dire simplement, je me sens aussi, dans les fonctions que j'occupe aujourd'hui, en responsabilité d'être cohérent avec ce qu'on a fait. Ça n'était pas il y a un siècle, hein, et aujourd'hui, depuis quelques jours à l'ONU, on ne parle que de ça, que de la manière dont on tire les enseignements du Covid. Donc, on ne me trouvera jamais du côté de l'opposition, du clivage.
Et je vais même aller un cran plus loin, Lamine, parce que on est dans ce format presque entre nous. De toute façon, entretiendrait-on ce clivage qu'on irait vers une situation où l'hospitalisation privée à but lucratif ne tiendrait pas et serait amenée, que ce soit sur des établissements ou sur l'offre de soins, à être dans une situation intenable et donc ça pèserait très directement sur l'offre de santé publique. Maintenant, une fois que j'ai dit ça, parce que les mots sont sympathiques, les actes sont sans doute plus importants. Je le dis aussi très très simplement et je vais y revenir tout de suite. L'équité est un sport de combat, surtout en période de tension budgétaire, surtout dans une période où nous avons globalement, et pas que dans le champ de la santé, les conséquences extrêmement violentes de l'inflation. C'est bien, remettons les facteurs dans l'ordre, hein. C'est bien l'inflation qui nous conduit à définir des mesures pour le pouvoir d'achat des agents publics. C'est ça le point de départ. Donc voilà, nous sommes sur le sujet. Donc du coup, pour aller dans le vif du sujet, puisque vous m'y invitez, je vais essayer d'être quand on est dans une situation difficile, et on a toujours fonctionné comme ça avec la FHP, autant se dire les choses de façon la façon la plus transparente possible. Vous le savez, et vous avez travaillé, et c'est déjà un point très très positif. Nous avons un sujet, et je reviendrai sur les mesures dites Guérini et les mesures pour vos salariés. Nous avons un sujet d'inflation qui n'est pas propre à vos établissements, qui touche tous les secteurs économiques et qui remet en question des équilibres financiers. Aujourd'hui, dans l'atterrissage, comme on le dit de manière élégante, de l'ONDAM 2023, nous sommes déjà à plusieurs milliards au-dessus de ce qui a été voté par le Parlement. Ces plusieurs milliards, on en a parlé dans des réunions dédiées, décomposer les causes de ce dépassement. C'est évidemment, je pense que nous vivons collectivement l'apurement, je l'espère, d'une dette sanitaire qui est née pendant le Covid. Nous avons donc sur les soins de ville, sur les indemnités journalières, là sans doute avec un sujet plus global de transformation du travail. Nous avons un dépassement, mais ça veut dire que l'activité est là, donc vous rendez bien des soins dans l'hospitalisation privée, qui fait que aujourd'hui nous n'avons pas dans l'enveloppe de l'ONDAM telle qu'elle est décidée, arbitrée, telle que nous sommes parvenus depuis quelques semaines à la faire grossir un peu, nous n'avons pas de marge de manœuvre très importante. Et par ailleurs, on va voir, je le dis avec prudence, parce que vous savez très bien que les prévisions d'atterrissage au 21 septembre, elles sont encore extrêmement fragiles, et notamment sur les sous-exécutions de certains secteurs et la compensation entre des sous-exécutions et des sur-exécutions. Donc, à ce stade, pour dire encore une fois les choses le plus clairement possible, je prends l'engagement devant vous que si nous parvenons à dégager des ressources sur l'atterrissage de l'ONDAM, si nous ne tamponnons pas la ligne rouge fixée par Bercy, et cette ligne rouge, c'est pas une ligne rouge comptable un peu à la con, c'est simplement que le dépassement de l'ONDAM derrière, il se comptabilise dans la dette publique toutes à pu, et nous sommes sur la ligne de crête. Mais je prends l'engagement ici que si nous parvenons à dégager des ressources qui ne seront pas de l'ordre du 1,5 milliard à ce stade, hein, pour dire les choses clairement,
l'hospitalisation privée en bénéficiera. Et par ailleurs, mais vous l'avez écrit, Lamine, la semaine dernière dans une tribune bien documentée, je pense que vous faites partie des acteurs économiques qui redisent régulièrement au ministère de l'économie et des finances les difficultés propres dans lesquelles vous êtes. Là, je parle même pas d'offres sanitaires, je parle d'acteurs économiques, d'employeurs dans les territoires qui avaient besoin d'aide. Donc le premier point que je voudrais dire, c'est que effectivement, et je prends le point parce que sans doute aurait-on dû mieux travailler en amont. C'est une réalité toujours là. J'ai été, la Première ministre et le Président ont validé les propositions que j'ai faites il y a 3 semaines sur la revalorisation du travail de nuit, des astreintes et du complément sur le dimanche. Et effectivement, vu la part, j'allais dire cruciale, la part décisive de ce sujet dans la capacité des hôpitaux publics à recruter, parce que à la fin, ce sont eux qui représentent 85% des personnels qui travaillent la nuit. On a sans doute sous-estimé, y compris l'impact financier d'une part, évidemment, mais l'impact symbolique. En effet, vos personnels qui travaillent la nuit font le même boulot que les personnels de l'hôpital public qui travaillent la nuit. Donc, et encore une fois, on aura l'occasion dans les tout prochains jours ou les toutes prochaines semaines d'en reparler. C'est bien, moi, dans mes priorités, il y a un acte symbolique si nous arrivons à dégager des ressources, c'est que vos personnels non médicaux en particulier, puisque y compris pour le public, j'ai été conduit à faire des choix qui sont un peu rudes, notamment de fermer la porte à une revendication, enfin fermer la porte, pas forcément définitivement, mais une revendication sur les personnels médicaux. Je souhaite que d'ici la fin de l'année, nous puissions rouvrir ça. Je rappelle cependant quand même que vos établissements sont éligibles aux mesures sur la permanence des soins, notamment le financement des gardes. Et si vous voulez, on reparlera de 2024 où, d'une certaine manière, comme on repart avec une base qui n'est pas encore connue précisément, confère l'atterrissage 23, mais dans la manière dont on a construit l'ONDAM 24, j'ai décidé de la mise en réserve d'une enveloppe fléchée pour les établissements à but lucratif. Et cette enveloppe fléchée, Lamine, et je m'arrête parce que si je réponds aussi longuement à chaque question, ça va être un peu long pour chacun. Et cette enveloppe fléchée, on sait qu'il y a 3 objets dans le paysage, c'est très clair. Il y a une partie inflation, elle sera beaucoup moins forte en 24, heureusement. Il y a une partie mesures salariales et notamment compensation dite Guérini. Et il y a une 3e partie qui est votre convention collective. Et là aussi, on va pas se raconter d'histoire. Je veux pas vous mettre dans des injonctions contradictoires. On vous a engagé, poussé, challengé pour que cette convention avance. Donc, je vais pas dire maintenant, ah ben tiens, voilà. Je dis pas que j'ai de la visibilité, mais je dis premièrement, les questions sont légitimes. Deuxièmement, dans les années précédentes, quels que soient les ministres, on a trouvé comment accompagner certaines transformations du secteur privé. Et petit 3, je vous donne des engagements extrêmement clairs sur 24 pour qu'on ait une manière de gérer de façon commune et unique les effets Guérini et votre avenant conventionnel. Et évidemment, on aura des discussions sur ce que ça veut dire de votre côté en termes de gestion des parcours, des responsabilités, et y compris, mais on y reviendra peut-être, de la PDSES. Voilà. Et sur 23, mon engagement, c'est que si nous pouvons, pardon du terme vulgaire, gratter tout ce que nous pourrons gratter, nous le gratterons pour accompagner et pour que personne ne considère qu'il y a un service de la santé publique qui serait exclusivement exercé
par l'hôpital public. C'est le contraire du message que je veux passer. Monsieur le ministre, vous avez des propos qui sont très clairs, mais je vais quand même essayer de les décoder. Je vais essayer de les décoder pour être sûr d'avoir bien compris. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes entre nous, mais il y a à peu près dans la salle 500 personnes et 1200 connectés. Donc, on est entre nous, mais on est un petit peu enregistré, je pense. Donc, on va faire attention. Je vais faire attention à ce que je vais vous demander et surtout votre réponse. On représente 35% de l'offre de soins, 18% des dépenses de l'ONDAM. Belle efficacité. Donc, sur vos propos, la médecine de ville, 3 milliards de dépassements. Comme vous l'avez dit, ce sont des soins. L'hôpital public, sous exécution, environ 600 à 800 millions d'euros à ce jour. Le privé, que je représente, 2 à 300 millions de surexécution, parce que le public, il a du mal à mobiliser ses blocs opératoires, à mobiliser ses soins, et donc il déporte l'activité vers les cliniques, et nous répondons présent de bonne grâce. De bonne grâce. Sauf que l'inflation, comme ça a été dit par un adhérent, est-ce qu'au bout du compte, l'inflation ne va pas se substituer au planificateur et réguler l'offre de soins? Je trouve que c'est une très bonne réflexion. Donc, si j'ai bien compris vos propos, comme ça vous allez pouvoir me répondre, et nous sommes enregistrés. Sous-exécution du public, sur-exécution des copains, parce qu'on fait le job, pour parler simplement. Donc, in fine, comme en 2022, il y aura une sous-exécution collective. Cette sous-exécution collective, l'année dernière, on n'en a pas vu la couleur. Vous avez un discours qui est clair, moi aussi je vais prendre le même ton que vous, comme ça on se comprendra encore plus vite. On n'en a pas vu la couleur, alors que le protocole de pluriannualité explicitait très clairement qu'une sous-exécution ou une sur était collective. On est passé à côté. Coefficient prudentiel, on est passé à côté à hauteur de 50%. Donc aujourd'hui, vous vous engagez, s'il y a une sous-exécution collective, à nous restituer la part au prorata de notre activité. Est-ce que j'ai bien compris? Alors, d'abord, il faut être très clair, parce qu'on on va pas non plus... Oui, vous m'entendez, oui Oui, on vous entend très bien. Je serai aussi extrêmement attentif, et on l'a vécu cet été, à ce que collectivement, on tienne tous nos responsabilités, notamment sur le fait de ne pas abandonner certaines activités moins programmables, moins anticipables, et donc sur laquelle vos très grandes qualités, et c'est pas il n'y a pas de sous-entendu ou de malice dans mon propos en termes de productivité, voilà, elles sont évidemment beaucoup plus faciles sur le soin, sur tout ce qui est programmé. Donc, petit 1, soyons aussi, vous avez fait le job, l'hôpital public aussi a fait le job, je le dis, et je fais tout de suite une parenthèse, parce que ça fait, pardon, et je reviens sur la sous-exécution, l'hôpital public a fait le job, l'hospitalisation privée a fait le job, et la médecine de ville a fait un job cet été aussi extraordinaire, malgré, je le dis simplement, malgré des désaccords, malgré quelquefois de lourds désaccords. La mobilisation, notamment pour maintenir l'offre de soins dans des territoires. Je parle de la médecine de ville, mais je pourrais aussi parler des infirmières de ville. Je pourrais parler donc de tous les professionnels de ville. Elle a été au rendez-vous. Et ce pilier-là, il n'a pas flanché. Et c'est aussi au nom de cela que qu'on reprenne des négociations conventionnelles. Et ce pilier-là, il n'a pas flanché, alors même qu'il rencontre des difficultés, de la pression qui sans doute n'a jamais été aussi forte dans notre pays. Donc, voilà, je referme cette parenthèse, mais peut-être qu'on y reviendra. Deuxièmement, d'abord, je mets des guillemets à sous-exécution, puisqu'évidemment, quand on va rehausser l'ONDAM de 2,8 ou 3 milliards, c'est assez relatif comme sous-exécution. On est quand même très, très au-delà de ce qui a été voté, par le Parlement. Donc il n'y a pas d'argent magique, mais c'est pas à vous que je vais le dire. Et oui, deuxièmement, là où je suis beaucoup plus prudent que vous, c'est que je ne suis pas sûr que les ordres de grandeur que vous avez donnés sont
à date, ce qu'on a en tête, je ne suis pas sûr qu'on arrive à un niveau de sous-exécution du public qui soit celui-ci. Je considère que par ailleurs, c'est une bonne nouvelle que l'activité reprenne. On a eu hier on a depuis quelques semaines de bonnes nouvelles aussi sur les recrutements. Donc, je ne sais pas dire où on atterrira, mais oui, à l'issue, quand on fera les pieds de colonne de exécution, sous-exécution, etc., l'hospitalisation privée à but lucratif sera embarqué dans les mesures de distribution de ce delta qui est à ce stade éventuel. Voilà, ça ne fait, c'est l'engagement que je prends. Et deuxièmement, mais là, je vais pas rentrer dans je vais pas faire le malin en vous disant je porte au sein du gouvernement ceci, cela, mais croyez bien que la spécificité de l'impact inflation sur l'hospitalisation, qu'elle soit publique, privée, à but lucratif ou à but non lucratif, je la porte devant mes collègues du gouvernement. Oui, Monsieur le Ministre, j'entends tout à fait vos propos sur le débat parlementaire qu'il va y avoir lors de cet Ondam rectificatif. Alors ce matin, on a eu la chance d'avoir 5-6 députés et je vous rassure, ils sont tous d'accord pour nous soutenir, hein, pour qu'il y ait un Ondam rectificatif de 3, 4, 5 milliards et qu'on puisse avoir une partie qui nous est due sur l'inflation, vous l'avez très bien dit. J'ai apprécié... En fait, vraiment, j'ai une confiance absolue dans ce qui vous a été dit ce matin. Vraiment, et par ailleurs presque ça me touche, mais la question, elle est que les mêmes, je ne sais pas qui était là ce matin du reste, hein, mais partie des mêmes parlementaires vont discuter de la loi de programmation des finances publiques à la fin du mois de septembre, donc la semaine prochaine. Et je ne dis pas si ce sont les mêmes, mais la pression parce que évidemment les finances sociales, l'Ondam, c'est un sujet qui est moins connu que d'autres. La pression pour qu'on tire vers le bas l'Ondam, elle est extrêmement forte. Et le sujet dont moi je peux pas me sentir délié, c'est le sujet du déficit global toutes à pu, comme on dit. Donc on en a parlé aussi avec le ministre des Comptes publics et avec le ministre de l'Économie. On va piloter ça très très finement. L'an dernier, on est arrivé à 4,7 de déficit public. C'est collectivement pour la nation une bonne nouvelle, y compris pour vous, quand derrière vous devez emprunter. Le fait que la banque soit pas que les taux d'intérêt français qu'on soit pas décrochés ou qu'on soit pas conçu comme beaucoup plus à risque que d'autres pays. Donc tenir les finances publiques, c'est une bonne nouvelle aussi pour l'hospitalisation privée. Et donc on fera cette balance. Mais le point aussi que je dis, c'est que quand on est dans la panade, il faut être encore plus transparent. Donc ces éléments, j'essaierai de vous les donner, à la FHP en temps réel sur les débats qui sont devant nous. Voilà. Mais malheureusement, la notion de sous-exécution est une notion à ce stade assez relative. Mais voilà. Merci pour ce complément. Vous m'avez fait plaisir en parlant d'un plan 33 parce que je commençais à douter de nous. C'est une commande d'État. C'est une commande de Madame Borne lorsqu'elle était au travail pour dire que notre convention collective devait évoluer, on devait revoir la classification, revoir les salaires d'entrée, de grille et puis surtout de fin de carrière où c'est vrai qu'une aide-soignante aujourd'hui ressort pratiquement au même niveau de salaire que lorsqu'elle a commencé et ce n'est pas acceptable. Un gros travail a été fait, on a signé avec la CFDT et l'UNSA et je les remercie pour leur présence aujourd'hui. C'est quand même une belle leçon de dialogue social d'avoir, je dirais, nos partenaires sociaux avec nous à nos rencontres. Ils ont signé cet accord de classification, ils ont signé la transposition entre la grille actuelle et la grille de demain. Et c'est vrai que je me sentais un petit peu au milieu du gué, presque doutant de la volonté du gouvernement de faire évoluer. Alors vous l'avez très bien dit, c'est une commande d'État. Donc, commande d'État vaut solvabilisation. C'est un peu comme on va en parler tout à l'heure sur les autorisations et la tarification. Vos commandes d'État, et bien sûr, je ne vais pas reprendre vos propos, mais on attend vraiment de votre part que, on va pas simplifier en disant mesures Guérini, mais parce que ça va au-delà des mesures Guérini, ça va au-delà de la pénibilité, ça va au-delà de la nuit, ça va au-delà des dimanches, c'est la totale refonte de cette classification pour laquelle je suis fier de porter,
Parce qu'aujourd'hui, avoir 60 ou 70 coefficients en dessous du SMIC, coefficients que j'appelle les coefficients Thénardier, me rend malade tous les jours. Donc cette classification, on la porte, cette réforme, on la porte, et on veut qu'elle aille au bout et qu'on commence dès 2024 à la mettre en œuvre. Vous avez parlé de la PDSE. Juste, Lamine, juste, pardon, je veux pas, mais comme vous êtes évidemment, comme toujours, comment dirais-je, Homère, voilà, il écrirait que vous avez une forme de métis, de ruse, n'est-ce pas? Donc, je suis d'accord avec vous sur le début du raisonnement. Évidemment, c'est une commande de l'État. Mais après cette petite phrase, commande de l'État vaut solvabilisation, je la graverai pas au-dessus du ministère de la Santé. Ce qui est sûr, par ailleurs, et c'est vrai pour l'employeur public comme pour l'employeur privé, c'est que la situation dans laquelle nous sommes en matière d'attractivité de ces métiers fait que de toute façon, je pense, je ne reviens pas en arrière sur ce que j'ai dit, c'est une commande qui avait été formulée par Elisabeth Borne, ministre du Travail, vous avez bien fait de le redire, et vous savez très bien que de toute façon, dans le monde du travail, avec un taux de chômage qui est à 7%, on doit travailler ce sujet de l'attractivité, c'est pour ça qu'une conférence sociale sera ouverte, et que même s'il n'y avait pas eu cette commande d'Elisabeth Borne, je pense que vous auriez été conduit en tant qu'employeur privé à vous poser la question de, effectivement, les parcours de carrière des aides-soignantes, des infirmières, etc. Peut-être pas dans cette ampleur, peut-être que ça n'aurait pas eu le même point d'atterrissage, mais je crois, et y compris c'est la même chose vis-à-vis du privé, du public, c'est que si on en reste juste à la question salariale, on se plantera collectivement. Vous l'avez dit, ça veut dire quelles perspectives de carrière, quelles évolutions professionnelles pour une aide-soignante, pour une infirmière, y compris pour une partie des médecins qui travaillent dans vos établissements, sur la manière de s'inscrire dans de la coopération territoriale avec le public, etc. Je pense que la santé, d'une certaine manière, a fait face à ces sujets, notamment de tension RH et de tension sur les recrutements, un peu en avance sur ce que nous vivons désormais dans tous les secteurs professionnels. Et un raisonnement de pur investisseur privé aurait d'ailleurs, on sait aujourd'hui que c'est un investissement, y compris pour pouvoir maintenir des lits, maintenir de l'offre, que de faire ça. Mais oui, je le redis, commande d'État vaut discussions sur la solvabilisation de cette commande. Voilà, j'ai juste rajouté un mot, c'est pas grand-chose. Merci, monsieur Mine. Mais il ne faut pas oublier que je suis un syndicaliste. Si je n'étais pas dans mon rôle de vous soumettre des idées et des demandes, je pense que je ne serais pas réélu. Et puis surtout, je n'ai pas embarqué que la fédération dans cet avenant 33. J'ai embarqué le CINERPA, le médico-social et le thermalisme. Donc c'est une branche entière. Et c'est vrai qu'avec le CINERPA, nous réfléchissons à fusionner nos commissions sociales pour pouvoir parler d'une seule voix. Et c'est un projet d'avenir. Parlez, monsieur le ministre, de la PDSES et du malaise de la médecine libérale aujourd'hui. Alors dans la salle, nous avons le docteur Marty, le docteur Bauer, président de syndicat que vous connaissez bien. Et sur la PDSES, les mesures dites Braun pour nos urgentistes de nuit, les gardes de nuit, pardon, on a eu toutes les mal du monde à les mettre en œuvre sur les territoires. Et c'est ce qui m'inquiète, et je l'aborderai lors des réformes SMR et psychiatrie, c'est ce qui m'inquiète demain lorsque les budgets seront aux mains des ARS. Alors que là, sur la PDSES, c'était une directive, une obligation d'État, une obligation de notre ministre François Braun qui était à votre place. Et on a eu toutes les peines du monde, et encore sur 2022, tout n'est pas réglé. Mais par contre, le malaise de la médecine libérale, que ce soit en ville ou dans nos établissements, est palpable, sérieux, et nous partageons aujourd'hui leurs inquiétudes et leurs difficultés de fonctionnement. La convention médicale, je ne vais pas en parler parce que cela ne me concerne pas, donc je ne suis absolument pas le porte-parole des médecins, mais a été un échec. Qu'avez-vous aujourd'hui? Que pourriez-vous leur dire, parce qu'ils vous écoutent, c'est retransmis, pour les rassurer et faire en sorte que le 13 octobre,
date qui est pour le moins difficile à entendre parce que c'est un mouvement de grève qui pourrait s'annoncer et qui s'annonce. Et comme je le disais ce matin, un mouvement de grève chez un médecin est toujours une souffrance parce que le médecin est programmé pour soigner. Et lorsqu'il se met en grève ou lorsqu'il déplaque, c'est pour nous une inquiétude majeure. Que pourriez-vous leur dire ? J'ai eu l'occasion et je vois en effet une partie des responsables syndicaux au premier rang, mais ils sont même sur votre gauche, Lamine. Donc je vais pas redire ce que je leur ai dit, mais quelques éléments. Soyons là aussi extrêmement clairs. On est dans un exercice politique au sens le plus noble du terme, puisqu'on est tous embarqués dans la définition de politique publique. Vous exercez en tant que syndicaliste des responsabilités qui concourent à l'élaboration de ces politiques publiques. Et on a devant nous 3 objets très lourds. On a le PLFSS, on en a dit un mot. On a la convention médicale et on a la proposition de loi déposée par Frédéric Valletoux et qui a été approuvée à l'Assemblée nationale et qui doit revenir au Sénat. Et il faut, à tout le moins, qu'on soit extrêmement cohérent sur les messages qu'on passe dans par ces différents leviers. Donc, moi, le premier message que je passe, il est très clair. Je souhaite qu'on puisse réengager une discussion sur la convention médicale, non pas pour dire ah ben tiens, on négocie, on discute et on s'aime et la vie est belle, mais parce que évidemment les sujets qu'on a évoqués sur l'inflation il y a quelques instants sur les établissements de santé, eh bien, il se pose évidemment aussi à l'échelle d'un cabinet médical ou d'une maison de santé. Évidemment, tous les sujets qu'on évoque sur la pénibilité du travail à l'hôpital pour les soignants et notamment pour les médecins, ils se posent de la même manière, presque avec les mêmes mots pour la médecine libérale. Évidemment, les questions de sens, de retrouver du temps soignant, d'être moins soumis à des contraintes administratives, on les entend, que ce soit dans un service de nuit, dans un hôpital ou dans le dialogue avec un médecin libéral, qu'il soit en groupe ou dans un cabinet. Voilà, donc je pense qu'il faut d'abord dire que la Convention, elle est là pour reconnaître qu'on est aussi dans une profession qui est en très grand changement, et une partie de ces changements, je ne sais pas si les présidents de syndicats qui sont là le diraient avec les mêmes mots que moi, mais elle nous bouscule, y compris dans certains des éléments qu'on pensait, j'allais dire, définitifs. Mais oui, aujourd'hui, une partie des plus jeunes médecins ou ne veulent pas travailler comme leurs prédécesseurs. Et ça ne veut pas dire qu'il y a d'un côté les bons, les jeunes qui seraient malins, forts et qui feraient de la bonne médecine, et puis les plus seniors qui seraient ringards. C'est juste que, comme on le voit dans tout le reste du monde du travail, il y a des changements structurels et on doit s'adapter à ces changements structurels. Je pense, deuxièmement, et c'est vraiment la discussion avec les partenaires conventionnels que j'ai pu rencontrer depuis quelques semaines. Je pense d'une certaine manière, et je me mets, vous avez rappelé mes fonctions précédentes tout à l'heure, Lamine, je me mets totalement dans le lot de ceux qui avons émis des messages qui ont été soit mal émis, soit mal reçus, mais enfin, c'est toujours un peu des deux. Mais on a peut-être passé la question du soin non programmé et de la réponse aux soins non programmés presque au premier plan devant la question de l'accès aux médecins traitants et au parcours. Et donc là aussi, je pense qu'il y a quelque chose à retravailler. Donc pour moi, il n'y a pas d'ambiguïté. Et puis,
pour dire les choses, et tant pis d'être un peu trivial, comme avec vous, il faut qu'en face des mesures et de la contribution publique à des acteurs privés et ou libéraux, on puisse se dire, voilà, les engagements qui sont pris, c'est le principe même d'une négociation et d'une convention. Donc moi, je ne sous-estime, ni ne banalise, ni ne prend avec condescendance ce qui s'exprime chez les professionnels libéraux. J'ai suffisamment fait de visites, et je ne dis pas que ça suffit, pour percevoir que certains messages émis par des politiques, dont moi, par exemple sur la notion de responsabilité, on le vit comme une mise en cause, une stigmatisation. Or, aujourd'hui, la société, par exemple, sur la maladie mentale ou sur les pathologies somatiques, bien malin celui qui peut dire on pourrait réduire les arrêts de travail, etc. Voilà. Donc, la responsabilisation, c'est un exercice collectif dans lequel, y compris, on retrouvera les employeurs dont vous êtes. Deuxième point, peut-être, et je crois qu'il va venir, non, Frédéric, dans votre Frédéric Valtou, il passe au congrès où je dis des bêtises. Ce matin, il est venu. Voilà. Il l'a dit très clairement, je pense qu'il vous l'a redit. On est dans un processus, et y compris une partie des rédactions du texte, qui étaient des rédactions un peu de principe. Je prends l'exemple que vous avez cité, Lamine, sur la PDSES. Le point, il est celui de dire il y a une responsabilité collective sur la permanence de soins en établissement de santé. Il ne veut pas dire qu'un chirurgien qui serait dans une clinique à Pézenas ou à Bédarieux, on l'enverrait au CHU ou au CHR de Metz. Voilà, donc c'est pas ça. Donc il y a besoin, et je crois que Frédéric Valtou a eu l'occasion de le dire, on doit retravailler. C'est pas tout ou rien. Il y a des formulations dont on pensait, et je dis on parce qu'on en a beaucoup parlé à l'époque avec Frédéric Valtou, dont on pensait qu'elles étaient plutôt des affirmations qui nécessitaient derrière des déclinaisons par décret ou que sais-je sur lesquelles on retravaillerait. Aujourd'hui, elle crispe, et elle crispe sans doute à juste titre quand j'entends ce qui en est dit. Et je crois que Frédéric Valtou a eu l'occasion de redire très clairement qu'il était prêt au dialogue, au travail, et du reste, il voit lui aussi beaucoup des acteurs, des futurs acteurs conventionnels. Et c'est pourquoi, et je finis par là, sur ce point, c'est pourquoi moi je souhaite, je le redis ce matin, non pas à l'ONU, mais par texto avec les équipes à Paris, je souhaite que la PPL Valtou, si le Sénat en est d'accord, je crois qu'il y a la sénatrice De Roche, même si elle et je la salue, même si elle ne renouvellera pas son mandat, je souhaite que le Sénat puisse prendre ce texte le plus vite possible pour qu'il ne soit pas, j'allais dire, en suspension, comme si on l'examinait post-PLFSS, post-discussion conventionnelle, comme si c'était, j'allais dire, une corde de rappel pour des parlementaires ou le gouvernement. Je pense qu'il faut mener de front. C'est pas facile, ça rend l'exercice encore plus compliqué, ces discussions. Et du coup, moi, évidemment, je serai extrêmement sensible à plusieurs choses, et deux que je veux citer. La première, c'est qu'on a des expérimentations, des expériences, et puis aussi une volonté politique d'aller vers peut-être une refonte, une approche plus simple de dispositifs qui ont été par exemple expérimentés dans le cadre de l'article 51 sur la capitation, et le PLFSS là évoque cette possibilité de généralisation, mais on est sur des maisons de santé pluripro qui ont une taille déjà importante. Et le deuxième sujet, c'est évidemment le travail sur la pertinence des actes et sur la maîtrise médicalisée, parce que, à la vérité, vous le savez, j'ai eu l'occasion de le dire, à ce stade, l'ONDAM, il progressera de 3,2% l'an prochain. On ne parvient pas à faire rentrer la doudoune dans la valise si on additionne tout ça sans maîtriser,
je dis bien maîtriser la progression de la dépense de ville. On est sur un tendanciel, maîtriser la progression de la dépense de ville, maîtriser la progression de toutes les dépenses, à vrai dire. En tant qu'Alésien, vous auriez pu citer Ganges également comme structure de proximité. Alors, Monsieur le Ministre, on a parlé d'inflation, on a parlé de social, et maintenant on va aborder un thème qui concerne la moitié de mes adhérents. La moitié. C'est-à-dire la réforme SMR et psychiatrie, 350 établissements d'SMR, 200 de psychiatrie. Pour vous dire l'attention et l'écoute que je ressens dans la salle avec les présidents Sanguignol et Lédé qui sont en face de moi, entourant comme il se doit Marie Daudet. Alors, vous avez, lors d'une récente rencontre, exprimé qu'il fallait que le hamster arrête de tourner dans la cage. Alors, je ne sais pas si c'est le président Lédé qui doit arrêter de tourner dans la cage, si c'est le président Sanguignol, ou si c'est moi. Si c'est moi, je me sens un peu contraint pour tourner dans la cage et dans la roue. Ou je plains la cage, oui. C'est exactement cela. Alors, la réforme du financement SMR. Une réforme qui date de 2008, j'ai eu l'occasion de l'exprimer tout à l'heure, qui date depuis 2008, qui n'aboutit pas, qui arrive à l'inverse de ce qui était prévu, pour moi est une réforme qui n'existe pas. C'est comme un projet, comme je dis toujours, qui a 15 ans d'âge, dans nos structures, c'est un échec. Alors cette réforme aujourd'hui, je vais lier les deux réformes, le SMR et la psychiatrie. Le SMR, vous le savez, des doubles échelles de pondération économique, des différences médicales, des études d'impact qui varient. Mettez-vous, et je sais que vous allez le faire avec facilité, mettez-vous à la place d'un adhérent qui, première simulation d'impact de la réforme, reçoit, je dirais, une dotation supplémentaire de 500 000 € pour son établissement. Il est heureux. Le président Sanguignol est un héros. 2 mois après, le même adhérent reçoit une simulation où il est à 200 000 € de gains potentiels. Le président Sanguignol commence un petit peu à avoir moins la cote. Puis moi aussi, parce qu'on est ensemble. Et 3e simulation, le même adhérent est à moins 500 000 €. Alors là, voilà, drame. Et c'est normal. La moitié des établissements perdent. Vous me direz, c'est une réforme structurante. Sauf que ceux qui perdent, ce sont les établissements les plus spécialisés d'entre nous, qui prodiguent les soins les plus complexes. Et d'un autre côté, vous avez des soins polyvalents qui sont à 90 € aujourd'hui, et je pense à eux, parce qu'ils ne peuvent pas rester à 90 €. Ils ne peuvent pas. Donc aujourd'hui, on s'interroge, bien sûr, sur la finalité qui est à l'opposé de ce que nous attendions comme équité de traitement, c'est-à-dire revaloriser ceux qui sont sous-dotés, sous-tarifés, 90 €. C'est même pas le prix d'un hôtel, et dans un hôtel, on le sait, il n'y a pas de soins médicaux. Et surtout, ne pas punir les plus pertinents en termes de prise en charge, qui prennent des patients, vous le savez, à 80% venant du secteur public. Donc comment sortir de ce marasme? Bien sûr qu'on travaille, bien sûr qu'on a des pistes, et ça passe peut-être par, je dirais, un décloisonnement, une ouverture de l'OD SMR. On l'a chiffré, vous le savez, à hauteur de 87 millions €. Ça nous permettrait, en 2024, de pouvoir continuer à travailler sereinement. Je sais, Marie Daudet nous l'a redit tout à l'heure, nous sommes garantis sur 23 et sur 24. Mais on ne demande pas, je dirais, d'avoir une garantie, on demande d'avoir une lisibilité et une équité de traitement entre nous et avec le secteur public. Pour la psychiatrie, c'est, je dirais, encore différent. Le piège qui nous a été tendu il y a 2 ans, parce qu'aujourd'hui je considère que c'est un piège, alors bien sûr qu'on l'avait un petit peu identifié, sinon on ne serait pas syndicaliste chevronné comme nous le sommes tous au sein de la fédération. Mais cette notion d'enveloppe fermée, on se dit toujours une enveloppe fermée, on pourra toujours un peu dépasser parce qu'on va prendre sur le public. Et non, là c'est une enveloppe fermée intrasectorielle. Les simulations médicales, vous avez eu l'étude,
Elle est arrivée il y a 3 jours. Les simulations médicales font état de 3 millions de journées en psychiatrie qu'il faudra prendre en charge entre 2024 et 2027. 3 millions. Avec une enveloppe fermée, comment faire? Impossible. Et également vous dire que 18% de nos établissements de psychiatrie sont déficitaires. On n'imagine pas la psychiatrie privée déficitaire, et pourtant les faits sont réels et sont têtus. Et si on continue avec cette enveloppe fermée, c'est 40% en 2027 qui seront déficitaires. Aujourd'hui, on veut bâtir un projet médical. Je prends un exemple simple, un établissement de psychiatrie qui n'a pas d'hospitalisation de jour. Ne pas avoir d'hospitalisation de jour, c'est un non-sens médical. Non-sens médical, c'est comme la chirurgie ambulatoire aujourd'hui. Eh bien, que se passe-t-il? Il est impossible d'avoir une tarification pour cette activité. Et je prends un exemple très simple que tout le monde peut comprendre sur cette hospitalisation de jour. Alors, jusqu'à quand allons-nous soigner gratuitement? Je ne parle pas de l'avenir, je ne parle pas de l'année 2024, qui est terriblement anxiogène avec les PRS, qui vont donner des marges de manœuvre et qui vont revoir les autorisations dans leur ensemble, c'est-à-dire qu'on pourra, au sein d'un établissement de psychiatrie, avoir toutes les prises en charge que l'on souhaite. Je parle des établissements qui, depuis des années, au moins 2 ans, ont bâti des projets médicaux, les ont mis en œuvre sur la confiance de la parole donnée, et ne sont pas tarifés aujourd'hui. J'ai des exemples concrets d'établissements qui ont soigné par dizaines de milliers par an de patients en hospice de jour et qui n'ont pas été financés, simplement financés. On ne demande pas d'avoir une tarification extraordinaire, on demande d'être payé pour ce que nous faisons. Et ça, c'est l'avenir qu'on nous propose, qu'on nous promet. Cet avenir-là, Monsieur le Ministre, et c'est vrai que je prends peut-être un ton un peu plus solennel, parce que nous le vivons tous les jours. Et cette impossibilité de faire notre métier, nous sommes programmés pour donner des soins de qualité. Nous sommes programmés pour innover. Et de voir ce blocage en SMR et en psychiatrie, pour moi, est une insulte, je dirais, à notre fonctionnement médical. On ne peut pas accepter, encore et encore, de ne pas avoir de lisibilité. Alors, j'espère qu'au moins sur 2024, on pourra avoir un accompagnement sur l'ODPSY, terme technique, l'ODSMR aussi. J'ai donné les montants, 54 millions pour la psychiatrie, 87 pour le SMR. Mais c'est au-delà de ces subventions, de ces aides que je veux porter le propos. Je veux que l'on retrouve l'envie de faire sur les territoires, l'envie d'innover, et surtout le plaisir, et j'ai commencé les journées ce matin avec Églantine, aujourd'hui nous allons être heureux, contents de faire ce métier, et surtout éviter de se plaindre, parce que tout le monde se plaint. Mais là, quand je regarde l'avenir sur ces 2 thématiques, ben je suis triste. Je suis triste parce que l'entrepreneur que je suis, et vous avez cité les établissements qui appartiennent à mon groupe, qui sont pour la plupart dans des zones défavorisées, où même l'hôpital public ne peut plus aller. Et nous sommes bon nombre dans cette fédération, dans notre fédération, à jouer ce rôle de maillage du territoire. Donc, Monsieur le Ministre, un plaidoyer un petit peu long, peut-être, mais qui témoigne de la détresse de mes adhérents, pour lequel je suis totalement impliqué, parce que l'intérêt d'avoir un président élu, c'est que je suis aussi opérationnel, et que j'ai un certain nombre d'établissements de SMR et de psychiatrie, donc je mesure à titre personnel également la détresse et la difficulté. Plusieurs choses pour répondre à ce plaidoyer. D'abord, je reviens un peu aux fondamentaux. Le Parlement, c'est le Parlement qui a décidé de cette réforme. Et par ailleurs, aujourd'hui, il ne me semble pas qu'on puisse être ou qu'on puisse se mettre dans une situation où l'alternative serait abandon ou application. Le seul sujet à la fin qui doit nous guider, mais je pense qu'on partage ça, c'est que est-ce que cette réforme permet ou pas une amélioration de l'offre de soins dans les 2 secteurs que vous évoquez,
et donc de donner plus de robustesse au modèle. Une fois que j'ai dit cela, il est évident que on ne peut pas être dans un perpétuel renouvellement. C'est intenable. C'est intenable pour tout le monde. Et là-dessus, à moi aussi d'être un peu solennel, mais il n'y a pas d'un côté des dingues qui seraient décapsulés au ministère de la Santé et à la DGOS en particulier, et qui auraient le fantasme de continuer, tel le professeur Nimbus, à construire un truc inconstructible, et de l'autre, ceux qui auraient toutes les solutions et où s'imposerait d'évidence une réforme. La réalité, mais Lamine, vous le savez, et moi je tiens à rendre hommage au boulot de Marie Daudet qui essaye de faire atterrir ça pour donner cette visibilité, c'est qu'il y a des itérations, je dis pas quotidiennes, mais quasi, parce qu'en fait, dès qu'on fait bouger un curseur, eh bien, il y a des gagnants et il y a des perdants, et il y a des gagnants dans l'hospitalisation privée, comme il y a des gagnants dans le public et des perdants dans le public, et que pour corriger quelque chose, c'est un peu comme en orthopédie, quelquefois on veut corriger un truc et du coup on déstabilise de l'autre côté. Donc on est dans une situation, en effet, où moi le point que je dis, c'est que en fait, sortons de l'idée qu'on arrivera à la réforme parfaite. Cette réforme parfaite, elle n'existera pas. Et donc, du coup, une fois qu'on a posé des principes, après, de toute façon, elle est en cours de mise en œuvre. Ça a commencé en juillet. Et après, on va devoir trouver les moyens d'accompagner ceux qui seraient des perdants structurels ou des perdants plus ponctuels, mais sur des territoires où on ne peut pas se permettre. À la vérité, c'est notre boulot quotidien au ministère, et notamment du côté des ARS, de ne pas laisser tomber des établissements. Mais pardon de le dire aussi, quand vous évoquez des budgets fermés, on est dans des simulations sur lesquelles, évidemment, quand on introduit de nouveaux facteurs, ça fait rebouger. Oui, on essaye de faire bouger l'OD SMR. Oui, c'est vrai, on était dans une enveloppe totalement ouverte, on essaie de passer à une enveloppe plus régulée, mais on était, encore une fois, d'accord sur ce principe à l'origine. La mise en œuvre de ce principe, elle s'avère plus compliquée. En matière de psy, c'est quand même l'activité qui est le driver du financement à hauteur de 85%. Je ne prétends pas qu'on a trouvé la pierre philosophale. Voilà, je dis, et on l'a partagé avec toutes les équipes du ministère, c'est que qui sont aussi, j'allais dire, elle pourrait dire, le symétrique de ce que vous dites. Je crois que ce sur quoi je réagis, ça donne le sentiment, un peu votre propos, Lamine, qu'on travaille chacun dans son coin, chaque hamster ayant sa propre roue. Non, nos roues, c'est un engrenage, on discute, et je crois que chaque jour, la DGOS, elle répond, et voilà. Donc, le but, c'est d'arriver à une réforme qu'on stabilise, qui nous donne de la visibilité. Elle ne sera pas parfaite, c'est-à-dire qu'il y aura toujours des gagnants et des perdants. Ce que je souhaite, c'est que, et je dis c'est du Yaka Faucon, mais j'ai une immense confiance dans les équipes du ministère et dans leur capacité à dialoguer avec vous, c'est que on élimine progressivement les perdants structurels, pas qu'on les élimine du paysage, mais qu'on sache traiter structurellement des perdants qui seraient structurels, et qu'après, une fois qu'on a qu'il nous reste, et on sait qu'on aura toujours des perdants et qu'on aura toujours des gagnants, alors on pourrait décider d'aller choper le pognon des gagnants pour le filer aux perdants. Je suis pas sûr que on se retrouverait, je serais applaudi si je proposais ça, mais et après on va essayer de dégager des marges de manœuvre financières pour accompagner un modèle. Moi, le message que j'ai passé, vous l'avez compris, c'est que le modèle le plus sophistiqué du monde ne sera pas un modèle qui répondra à toutes les difficultés de ce qu'on a sur SMR et psychiatrie. Et désormais, la machine, elle est engagée. On ne va pas abandonner, mais
comprenez aussi que moi, je suis dans une situation où le Parlement a décidé de ces réformes, certes, il y a longtemps, et je pourrais partager votre maxime sur une réforme qui a 15 ans, voilà, mais maintenant, on est engagé. Je crois que vous ne pouvez pas douter de l'engagement de la DGOS à écouter et à réformer. Je crois que vous ne pouvez pas douter du fait que les impacts divers, ils sont aussi réels sur le privé que sur le public. Et on va essayer maintenant, dans le calendrier qui a été fixé, c'est-à-dire un calendrier extrêmement rapide, d'aboutir et de stabiliser, parce que même un modèle imparfait, un modèle stabilisé, il est même imparfait, il est plus vertueux qu'un modèle parfait, mais qui serait en perpétuel mouvement. Voilà une philosophie un peu rustique, mais que j'assume. Merci, Monsieur le Ministre. J'aimerais aborder avec vous une thématique, et votre directeur de cabinet la connaît bien, parce que c'est lui qui, du temps d'Agnès Buzyn, avait bâti ce protocole que l'on a appelé le protocole de pluriannualité. Protocole qui nous a permis, pendant 3 années, d'avoir une lisibilité sur les tarifs et, je dirais, au sein de la fédération, de me faire gagner beaucoup de temps, et le temps qui était, chaque année, d'expliquer les effets volume, les effets tarifs et les sous-exécutions. Tout était codifié sur les 3 années et on a pu se consacrer à autre chose, notamment à la prise en charge de la pandémie. Mais ce protocole est arrivé à son terme, un terme calendaire. Le président Macron est réélu et on devait reprendre les travaux. Ça fait plus d'1 an et ces travaux n'ont pas été repris. Alors on nous annonce un été 2024 pour bâtir ce protocole. On aimerait que ce soit plus rapide et que l'on ait une lisibilité, notamment avec cette inflation. Alors j'entends bien que ça va peut-être baisser, mais ça je n'en sais rien, parce que tout le monde se trompe assez régulièrement et ça fait partie de la vie. Mais j'aimerais que l'on puisse bâtir ce protocole sur un indice de coût hospitalier, sur l'inflation, et qu'on ait enfin une lisibilité sur 3 à 4 ans. Bien sûr, on demande également une loi de programmation. Cette loi de programmation, le député Jean-Carl Grelier est en train de l'écrire. Il va certainement déposer une PPL là-dessus. Et c'est vrai qu'on aimerait avoir votre avis, votre écoute sur cette pluriannualité. Là-dessus, moi, je redis ce qu'on s'est déjà dit. Moi, je suis favorable à ce qu'on se remette autour de la table. Je suis même très favorable à ce qu'on se remette autour de la table le plus rapidement possible pour construire un protocole pluriannuel. J'entends qu'il y a des initiatives pour le construire. Si je fais un raisonnement par matrioshka, je dois d'abord dire que je serai plus à l'aise pour commencer ces discussions une fois qu'on aurait que le Parlement aura adopté la loi de programmation des finances publiques qui va définir une trajectoire sur l'ONDAM sur les prochaines années, pour qu'ensuite on puisse décliner ce sujet. Moi, là encore, je challengerai les calendriers qu'on me donne. Moi, je ne sais pas combien de temps il faut pour dire les choses clairement. Je ne sais pas combien de temps il faut pour faire un protocole. En même temps, si on fait juste un protocole pour faire une photo et dire on a fait un protocole, mais en fait il n'a pas été assez creusé pour être robuste. Enfin voilà, ça n'aurait aucun intérêt. Mais le plus tôt possible, on se met autour de la table pour travailler à ce protocole et peut-être avec des lignes directrices, celles-ci qu'on pourrait adopter et ensuite un travail. Le mieux, collectivement, nous porterons sur ces sujets. Voilà. Alors, pour répondre à votre question, on avait commencé les travaux en juillet 2019 et on a signé en février 2020. Voilà, ça a été relativement rapide. Je pense que là, ce sera encore plus rapide. On peut le faire en 3 mois, les équipes étant prêtes. Il nous reste 5 minutes, Monsieur le Ministre, et j'aimerais aborder avec vous la réforme de la tarification à l'activité, mais faire un focus sur l'obstétrique. L'obstétrique privée. Vous le savez, la baisse des naissances, la difficulté de recrutement de spécialistes médicaux, gynécologues,
pédiatres, anesthésistes, font que nos maternités sont en grande difficulté, en grande tension. Avec une baisse des effectifs, une baisse des naissances, bon nombre de nos confrères sont aujourd'hui dans des situations précaires, de fermeture d'établissements, et les perspectives à 3-4 ans sont effroyables. Effroyables pour le maillage du territoire. On parlait de 300 naissances pour avoir le seuil. Aujourd'hui, c'est 500, voire 1000. Donc, il va y avoir une désertification de ces maternités. Et nous demandons, dès l'année prochaine, dès 2024, un plan obstétrique pour aider les maternités qui sont encore en activité et qui souhaitent le rester, parce que c'est un métier, une profession en grande souffrance, en grande tension. Donc j'aimerais avoir, je dirais, votre écoute sur ce sujet. Également vous dire que la réforme de la tarification à l'activité, voulue par notre président de la République, nous la soutenons dans les conclusions du rapport IGAS, qui est de dire on va se contingenter pour l'année qui vient à l'obstétrique, j'en ai parlé, et aux soins techniques de réanimation et de soins continus. Voilà, donc vous faire part de notre soutien à cette réforme et de vous dire que pour nous, la T2A, c'est 80% de notre activité, l'hôpital public, c'est 53%. Dans le plan Ma Santé 2022, le président Macron voulait que ce soit à 50%. On n'y est pas arrivé. Donc voilà, je pense qu'il faut raison garder et essayer d'arriver à 50% peut-être pour l'hôpital public, mais je ne suis pas le porte-parole de l'hôpital public. Quelquefois, je le regrette. Pour être franc sur ce sujet de la gynéco-obstétrique, je crois qu'on est dans un des secteurs dans lesquels on va retrouver des questions qui ne sont pas que des questions de tarification, qui sont d'abord des questions de démographie, j'allais dire de démographie de soignants, mais aussi de démographie de la population dans les territoires en question. Et c'est pas à vous, Lamine, que je vais le dire sur Ganges, par exemple. Mais je prends le point que ça fait peut-être partie il y a une réflexion particulière à avoir, et ça fait sans doute partie des sujets en fait qu'on va d'une certaine manière retrouver. Ils étaient un peu sortis de l'actualité. Il y avait la maternité d'Autun qui a fait un peu de bruit l'an dernier, mais en fait par l'effet de ciseaux démographiques, que ce soit sur les professionnels ou sur la démographie elle-même, d'une part, et effectivement, il faut voir si ça doit rétroagir ou pas sur la question de la tarification. Voilà. Après, oui, merci pour les éléments que vous indiquez sur le soutien à cette réforme. La philosophie, pour ma part, du rapport qui a été remis par l'IGAS et l'IGF, elle me semble juste. C'est qu'en fait, il faut sortir de la T2A comme totem, c'est-à-dire que c'est ni le grand méchant loup, ni la solution miracle, mais qu'il y a des activités qui se prêtent particulièrement à de la tarification à l'activité, et d'autres beaucoup moins, et c'est ce qu'on essaye de modéliser. Mais je prends le point, et je préfère toujours moi dire que je ne sais pas plutôt que dire une connerie, ou parce que j'en dis suffisamment, et donc qu'on travaille sur la question de la gynéco-obs. Je pense que c'est un réel sujet que par ailleurs on va retrouver, y compris dans les tensions qu'on aura et que vous aurez, y compris dans les établissements privés, dans un mélange de tensions financières et de tensions RH. Et par ailleurs, on s'inscrit aussi dans un sujet global sur la périnate, sur lequel il y a des indicateurs qui sont aujourd'hui un peu préoccupants et sur lesquels on doit travailler. Donc, je prends le point de rouvrir ça. On va faire un CNR dans lequel, évidemment, vous serez associés parce que vous serez centraux sur la santé mentale, parce que c'est un sujet majeur, un Conseil national de la refondation, parce que CNR, tout le monde n'a pas l'acronyme, et je pense qu'on doit prendre l'habitude sur ces sujets où honnêtement personne, ni vous peut-être, mais en tout cas pas nous, n'avons la solution miracle, de se dire qu'on travaille et qu'on prend le point. Voilà. Je suis désolé, je vais devoir vous quitter.
mais j'ai été très très heureux de cet échange franc et direct. Mais Lamine, peut-être tu veux vous voulez, pardon, parce que j'ai craqué, ça y est, on m'avait dit surtout de ne pas tutoyer Garbi, sinon le complot mondial va être démasqué. Donc Lamine, si vous voulez finir, je prends une dernière question. Oui, merci Monsieur le Ministre. C'est plus simple, hein, Monsieur le Ministre, comme ça, ça évite de tutoyer. Oui, terminer peut-être pour vous dire que vous pouvez compter sur la Fédération et ses adhérents sur la notion de service public de santé, sur la permanence des soins. Comptez sur nous à chaque fois que vous aurez besoin lors des crises sanitaires et autres. L'été, avec les urgences, l'hiver, avec la bronchiolite, nous répondrons présent. Nous répondrons présent parce que je suis persuadé qu'il y aura le pendant et l'écoute attentive de votre ministère et des personnes qui vous entourent. Peut-être on a bâti ces journées ensemble avec le secteur public, les fédérations, les syndicats et puis l'ensemble de nos partis. Nous dire un mot qui nous permettra, parce que vous en avez le talent, de nous faire sourire et de nous faire espérer. Voilà, c'est ce petit mot que j'aimerais en conclusion de votre part pour qu'on continue, malgré la pluie, en France, à espérer et à rendre ce métier heureux et joli. Non, mais si j'avais comment dirais-je, une poudre de fée, une poussière de fée pour que tout soit merveilleux, j'ai rencontré Bill Gates ce matin, j'ai essayé de lui prendre un peu de pognon pour l'hôpital en France, il a été assez peu réceptif, je dois le dire, mais je pense qu'on est dans une situation, et les Français, depuis quelques jours, notre système de santé reste un des plus beaux, et on a devant nous des innovations formidables, des choses qui vont changer. Ces innovations, elles sont en particulier dans le champ de la prévention, dans le champ de la détection précoce, dans le champ de la santé de l'enfant, dans le champ par exemple, évidemment, du neurodéveloppement. On a je pense que le formidable qui nous prend tous quand on sort d'un hosto public ou privé, il peut non pas compenser, non pas faire écran par rapport à la dureté, à la fragilité de nos modèles, à la dureté pour nos personnels, à la fragilité des modèles économiques, mais il peut redonner du sens, et il peut aussi redonner de la confiance. Et cette confiance, elle est nécessaire dans les établissements, elle est nécessaire avec les professionnels libéraux, et elle est nécessaire aussi vis-à-vis des Français. C'est pour ça que moi, je m'engage autant que possible pour les opérations de vaccination sur HPV ou sur l'immunisation sur la bronchiolite, parce que si on franchit cet hiver sans ce sentiment qu'on est passé encore une fois au bord du gouffre, on se redonnera mutuellement, ensemble, comme vous le dites, confiance. Mais à la fin, on est un des secteurs dans lequel il y a le plus de progrès devant nous, de progrès pour la santé des gens, et on est un des secteurs, un des pays dans lequel public et privé, ça marche malgré tout, ça marche le mieux. Un dernier mot. Et ça, je voudrais le préserver de toutes mes forces. Un dernier mot, Monsieur le Ministre. Pourriez-vous dire que vous êtes aussi le ministre des cliniques privées ? Je suis le ministre de l'hospitalisation publique, de l'hospitalisation privée, et je crois que il faut avoir aucun doute sur le fait que je suis d'abord le ministre de l'offre de santé publique, et dans cette offre de santé publique, l'hôpital public et privé, la médecine de ville, c'est sur toutes ces jambes qu'on marche simultanément. Et donc oui, je suis aussi fier d'être le ministre de l'hospitalisation privée. Merci, Monsieur le Ministre, et sous vos applaudissements. Merci beaucoup, à très bientôt. Au revoir.